Est-ce que certains des officiers à qui vous aviez demandé, devant cette offensive des troupes du Nord, à qui vous aviez demandé de se replier, est-ce que certains ont objecté et ont dit si on se replie, on ne pourra plus protéger la population? Certains ont-ils désobéi? De tout ce qui était sur la ligne de front, personne n'a désobéi. Tous ont replié. Le dernier que j'ai entendu, c'était le Com-Théâtre. Il est arrivé à Abidjan aux environs de 21h30. Quand il est arrivé, il m'a rendu compte de son arrivée. Et puisqu'à l'époque, nous communiquions au cellulaire, je lui ai envoyé un message codé. Je lui ai dit, Conan, rentre chez toi. Moi, je quitte la résidence. Et le président Laurent Gbagbo, qui avait été informé de ce que toutes les troupes repliaient, m'a appelé. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous et moi, nous avons parlé de votre démission, vous n'avez rien fait, mais qu'en plus, nous n'avons reçu aucune munition. Le combat ne mérite pas la peine d'être mené. Et quand je lui ai dit ça, le président a fait bon, et je crois pendant ce temps, il a dû appeler Dobo. Et c'est Dobo qui m'a appelé pour me dire, non, mon général, ne partez pas, je vous envoie 50 hommes, appuyés de BM-21. Alors je lui ai dit, je n'ai pas d'instruction à recevoir de toi. Les BM-21, c'est-à-dire les orgues de Staline, je les avais sur la ligne. Ce sont des armes extrêmement dangereuses qui, positionnées, peuvent balancer des munitions jusqu'à 26 km, tuer tous ceux qui sont à la ronde. Je les avais sur la ligne de front, je ne les ai jamais utilisés. Donc je n'ai pas d'instruction et je suis parti. D'accord. Quand vous dites « j'ai quitté la résidence », vous parlez de votre propre résidence, je suppose. C'est bien ça, maître. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'armement dont disposaient les rebelles dans leur offensive du Nord au Sud? Pardon, les rebelles. Ceux que vous appelez les troupes du Nord dans leur offensive du Nord au Sud. Alors, généralement, comme nous avions l'habitude de faire des réunions quadripartites avec eux, que nous nous déplaçons aussi souvent à Boaké, je sais qu'ils ont des bitubes, ils ont des kalash, ils ont des RPG, ils ont des grenades. Voilà, c'est ce genre d'armes qu'ils ont. Très bien. Est-ce qu'ils ont des mortiers? Oui, ils ont des mortiers. Avez-vous obtenu des informations sur la façon dont ces troupes du Nord avaient obtenu cet armement malgré l'embargo? Non, mettre aucune information. Avez-vous obtenu des informations sur une présence active de membres des services spéciaux français en zone nord pendant toute l'année 2010 et au début de l'année 2011? Oui, cette information, je l'ai. Je sais que dans les tout premiers combats que nous avons menés avec eux, il y avait des indices sur le terrain. Par exemple, les emballages de munitions, où c'est marqué dessus ambassade de France dans un pays que, vous me permettez, je ne nommerai pas. Et puis, bon, c'était quelques indices qu'on récupérait. Je sais qu'ils avaient aussi du personnel français qui était avec eux. Voilà tout ce que je sais. Voilà. Très bien. Monsieur le Président, si vous permettez, je souhaiterais passer très rapidement à huis clos. Le Président, nous allons passer au huis clos partiel.
Alors, monsieur, je voudrais vous montrer un document dont les références sont les suivantes. CIV OTP 0071 06 45 112 812 est son numéro. Alors de la même manière que le premier document que nous avons montré était confidentiel mais qu'il a pu être montré publiquement, il nous semble aussi que celui-ci peut être montré publiquement. Yes, Your Honor. Le procureur, oui, Monsieur le Président. Pied pour le témoin. Alors, monsieur, regardez-le rapidement. Et puis, lorsque vous l'aurez regardé, est-ce que vous pourrez répondre à la question de savoir si vous reconnaissez ce document? Oui, je le reconnais. D'accord. Alors, je dis pour les besoins de l'enregistrement qu'il est signé par vous. Vous confirmez? Je le confirme, maître. D'accord. Alors, il est construit sur le même modèle que le précédent, un message du CEMA, du chef d'état-major, adressé au ministère de la Défense, avec les mêmes institutions ou entités en copie que nous n'allons pas détailler, puisque nous les connaissons. Alors, je vais rapidement lire le contenu du message et de cette façon, la traduction en anglais du document sera portée au dossier de l'affaire. Alors je cite, vous voyez monsieur avec moi, le primo. Alors je vais le citer. Convoi, alors pardon, j'ai oublié de parler de la date. Est-ce que nous sommes d'accord, monsieur? La date est le 16 mars 2011. C'est bien ça. It's written here. Le Président, oui, c'est écrit là. Donc je vais lire le contenu. Et je cite. Convoi Licorne en partance pour Boisquet a stationné à... Et alors là, le nom est un peu effacé. Peut-être vous pouvez nous aider? Touzebou. D'accord. Village situé à 12 km au nord de Thiébissou, le 10 mars 2011. Quelques instants après, un hélicoptère de transport de l'ONUCI a atterri sur une plateforme à 200 mètres du dit village. Secondo, aux environs de, alors je pense monsieur, et vous me le confirmez, 16 heures, est-ce que c'est 16 heures? C'est bien ça. Des troupes FAFN se sont signalées à hauteur de, alors est-ce que vous pouvez nous dire le nom là aussi? Guébonnois. D'accord. Et aux environs de 10 heures, le corridor sud de Thiébissou est attaqué par un groupe ennemi à la roquette et par des rafales de Kalachnikov. Alors, tertio, cela s'appelle réaction, et je cite, un dispositif de sécurité mis en place à l'avance a permis de repousser l'ennemi. Et on a un autre tertio
qui s'appelle « Analyse des faits », que je cite, « Vu la coïncidence des faits, on pourrait aisément conclure que l'ennemi a été transporté par les dites forces impartiales. » Fin de citation. Alors, monsieur, nous sommes là avant la date que vous nous donniez tout à l'heure, comme date de début de l'offensive. Est-ce que vous nous confirmez que des attaques ont eu lieu à la mi-mars? Oui, maître, je confirme. Cette attaque qui a eu lieu à Thiébissou, il y a eu donc concomitance des faits. Et c'est justement ce que nous reprochions aux forces impartiales. Chaque fois que nous sommes dans un secteur, on les voit arriver et c'est souvent suivi d'attaques. Ils nous ont toujours dit que ce n'est que la concomitance, qu'ils étaient de passage. Et là, vous voyez bien qu'en conclusion, nous disons que la coïncidence des faits pourrait justifier cette attaque. Mais ils ont démenti parce que nous avons eu une réunion, nous en avons parlé. Ils ont démenti. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand nous étions sur le théâtre pour le combat que nous avons mené de 2000 à 2004, effectivement, le constat que nous avons fait, les attaques souvent sont précédées d'une Jeep, une Jeep française. Quand la Jeep passe, ça donne l'impression de faire une reconnaissance, et puis quelques temps après, bon, c'est suivi d'attaques. Mais pour le dernier attaque de Thiébissou, effectivement, nous avons eu une réunion avec le commandant des forces impartiales qui ont juré la main sur le corps qu'il y avait une concomitance. Voilà. Alors qu'on comprenne bien, ce que vous nous dites, c'est que entre 2000 et 2004, les attaques rebelles étaient souvent précédées de reconnaissance française, ce qui vous laissait penser qu'il y avait concertation entre les troupes françaises et les rebelles, et que ce que vous avez vu en mars 2011, c'était le même modus operandi. C'est ça que vous nous dites? À peu près, mais démenti cette fois-ci, voilà, par les forces impartiales. Parce qu'il y a un hélico qui atterrit, qui repart, bon, et puis qu'une attaque est suivie. Donc nous nous sommes un peu plaints. Mais quand nous sommes partis à la réunion, ils nous ont dit que non, c'était une simple concomitance, c'est tout. Est-ce que vous êtes plaint officiellement de ces, pour reprendre votre terme, coïncidences? Oui, nous nous sommes plaints officiellement. Et vous avez on a dû voir la dernière fois, quand j'étais occupé par l'accusation, la vidéo montrant le porte-parole des forces de défense et de sécurité faire un communiqué où il parlait de la provocation des forces impartiales. C'était dans cet objectif, dans ce but. Et quand vous dites les forces impartiales, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que ces coïncidences que vous avez décelées, notées, concernant les forces françaises et l'armée du Nord, étaient vraies aussi, arrivaient aussi, concernant les forces de l'ONUCI et l'armée du Nord? Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Est-ce que vous savez qui a conçu le plan de marche de l'armée du Nord vers Abidjan? Non, je ne le sais pas. Avez-vous eu des informations selon lesquelles ce plan de marche a été conçu par des responsables militaires français, notamment par des responsables des services spéciaux français? Je n'ai aucune information là-dessus. D'accord. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un axe de progression des forces du Nord vers l'ouest, un axe de progression vers l'est et plusieurs axes de progression au centre, c'est ça? Un axe de progression au centre, Boaké, Thiébissou, Abidjan. D'accord.
quand les troupes qui étaient au centre, qui progressaient vers Abidjan, sont-elles arrivées à Abidjan, à votre connaissance? Je parle des troupes du Nord, naturellement. Je ne pourrais pas vous le dire puisque j'étais en ambassade déjà, avant que les troupes n'arrivent à Abidjan. D'accord. À votre connaissance, certaines unités de l'armée du Nord, par exemple des unités de reconnaissance, sont-elles arrivées plus tôt à Abidjan que le gros des troupes? Je vous avais signalé le cas de ceux qui étaient venus faire la sécurisation du processus, parce que dans le plan conjoint des opérations qu'on avait arrêtées, il était prévu que les troupes du Sud aillent faire la sécurisation du processus au Nord et les troupes du Nord descendent au Sud. Et qu'à l'issue de la sécurisation du processus, chacun rejoigne sa zone. Nous, quand nous sommes montés à l'issue donc des opérations de vote, nous sommes descendus. Et quand eux, ils sont descendus, ils ont fait partir une partie au nord et une partie qui s'est réfugiée au Golfe. Donc si je comprends bien, vous nous dites qu'une partie des forces du Nord était au Golfe à cette période-là, c'est ça? Après les élections, oui. D'accord. Mais ma question était un peu différente. Est-ce que des unités venant du Nord en mars, à l'occasion de cette offensive dont nous parlons, est-ce que des unités du Nord, par exemple des unités de reconnaissance, ont précédé le gros des troupes, le gros de l'armée du Nord, et sont arrivées à Abidjan avant? Vous dites que vous n'étiez pas, que c'était au moment où vous étiez à l'ambassade. Des unités, par exemple, de reconnaissance, sont-elles arrivées avant, les jours précédant l'arrivée du gros des troupes? C'est ça ma question. Je ne pense pas que ce soit des unités de reconnaissance, parce que le terme reconnaître lui-même est un terme tactique qui demande qu'on aille chercher des renseignements tactiques et techniques sur le terrain en engageant éventuellement le combat. Je crois que là, vous parlez des éléments précurseurs au lieu d'éléments de reconnaissance. Alors, je vous remercie de cette précision et je vais reformuler ma question. Des éléments précurseurs sont-ils arrivés à Abidjan avant le gros des troupes? Et je vais la préciser de cette manière-ci, par exemple à Abobo ou à Niama. Alors, concernant Abobo, il y a eu des infiltrations. Parce que concernant Abobo, j'ai des renseignements. J'ai des renseignements sur Abobo. Et je vous avais dit que j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo au niveau du palais le 11 mars, quand il m'a convoqué. Ensuite, le 10 décembre, à 13h. Là-dessus, je n'ai rien dit. Mais il faut savoir que pour cette rencontre-là, effectivement, il y a eu des infiltrations. Et si vous me laissez le temps d'en parler, je vous dirai. Et je sais ceux qui se sont ainsi infiltrés pour s'installer à Bobo, et je vous dirai réellement ce qui s'est passé. Alors allez-y, monsieur, c'est l'occasion de nous dire ce que vous savez. Bien, je vous remercie. Monsieur le Président, lorsque j'avais été questionné le 9 août 2011, 2 questions m'ont été posées. La première, est-ce que je savais qui était le chef du commando invisible? J'ai répondu à cette question en disant que je ne l'ai su qu'à la fin de la crise post-électorale. La deuxième question, est-ce que je sais qui composait le commando invisible? J'avais dit non. Mais aujourd'hui, en détenant ce deuxième élément, c'est-à-dire qui compose le commando invisible, comme mon maître me le demande avec les infiltrations, je suis en mesure de vous dire que le président Laurent Gbagbo
a financé accidentellement, je dis bien accidentellement, le commando invisible. En effet, le 7 décembre 2010, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo a été mis en place. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, le président m'appelle, il me demande donc de venir le voir à son bureau aux environs de 13h30. Et quand j'arrive, je trouve le président debout devant sa table de travail, avec à ses côtés feu le ministre Tagro. Et le président de me dire ceci, textuellement, Tagro revient d'une mission du Togo où il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Koné Zakaria. Après avoir parlé avec lui, Koné Zakaria est d'accord, moyennant 500 millions de francs, en vue de s'acheter des armes, des munitions et autres, de désorganiser le dispositif des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ex-FAFEN, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et il me demandait de lui indiquer un point à partir duquel Koné Zakaria allait commencer son action. Surpris par une telle demande, j'ai dit, mais Monsieur le Président, si vous avez cet argent, remettez-le nous. Vous savez que nous n'avons pas d'armes et de munitions. Mais pourquoi c'est par l'est de la Côte d'Ivoire qu'il a décidé de commencer son action? Et le ministre Tagro me dit, c'est par là qu'il a décidé de commencer son action. Et j'ai dit au président, Monsieur le Président, je m'excuse, mais je n'ai pas de carte sous les yeux pour vous indiquer le point à partir duquel Koné Zakaria allait commencer son action. Certainement agacé par mes questions et par mes réponses, le président a dit à Tagro, bon, s'il ne croit pas, donne-lui le numéro de Koné Zakaria, il va l'appeler lui-même pour voir. Donc on me remet le numéro de Koné Zakaria, Tagro me remet le numéro de Koné Zakaria, je descends les marches, je me retrouve sur le perron du palais, en attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci. Mon général, c'est moi qui ai mis Koné Zakaria et le ministre Tagro en contact. Koné Zakaria est prêt à travailler avec IB. Et IB est d'accord. Mon général, le temps presse. Je monte dans mon véhicule. Arrivé à Yopougon, je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, Monsieur le Président, en huis clos, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc, je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Koné Zakaria. Appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Koné Zakaria pour avoir fait la formation avec lui. Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui. Donc, je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc, il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Koné Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc, quand je prends le téléphone et que je dis « Allô », il me dit « Classe, bonjour ». Et je réponds « Bonjour, comment vas-tu » Il me dit « Ça va ». J'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti
de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Koné Zakaria. Je peux continuer? Merci. Pour l'opération au niveau d'Abobo. À court de logistique, Koné Zakaria va user de ruse et de perfidie pour faire croire au président Laurent Gbagbo et au ministre Tagro qu'il va mener une action qui leur serait favorable au nord-est, mais au lieu de mener cette action, ils sont descendus tout simplement au sud-est pour mener l'opération au niveau d'Abobo. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Koné Zakaria. Un certain Ferré Konaté, vous allez sur YouTube, il y a un film, le commandant Ferré Konaté, de son nom Malinké, Meleke, l'ange qui retire la vie. Un analphabète dont les propos sont traduits par son adjoint, un certain Koulibaly Youssouf, qui se vante d'avoir égorgé les éléments des forces de défense et de sécurité et qui revendique 600 personnes, c'est-à-dire des éléments qui ont été recrutés sur place. C'est le même Koné Zakaria qui, lorsque je suis allé au Golfe, le 12 avril 2011, pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver, pour me dire « Classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. » Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit « Mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort ?» L'intéressé se contentera de me dire « Non, nous l'avons transporté dans une clinique. » Et j'en ai profité pour lui demander « Mais est-ce qu'on t'a donné l'argent ?» Il a répondu par l'affirmative. Mais ce que je peux vous dire, vu le milieu dans lequel on était, je n'ai pas demandé au-delà combien il a reçu. Donc, cette information qu'il m'a donnée, Monsieur le Président, pour moi, ressemble un peu à un aveu d'impuissance de quelqu'un qui se serait retrouvé face à son bienfaiteur, mais pour qui, malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose parce que lui-même se serait tiré une balle dans la bouche. Je ne connais pas les auteurs de les assassins de Tagro. Je ne connais pas les circonstances, mais la mort de ce grand homme d'État qui a toujours œuvré pour l'avènement de la paix me chiffonne. Et chaque fois que je ferme les yeux, je revois ce visage, ce menton ensanglanté et le geste que fait Tagro, que mime Tagro quand on lui a tiré la balle dans la bouche. Cela me revient et ma conscience me travaille sans cesse, véritablement sans cesse. J'ai décidé aujourd'hui de libérer la conscience, de libérer la conscience. Et une question me taraude l'esprit, véritablement, elle me taraude l'esprit. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné de la crise, Tagro ne s'est pas retrouvé devant un sachant qui, sans intention de lui donner la mort, a voulu tout simplement le faire taire? Je me pose cette question. Je me pose beaucoup cette question. Mais, Monsieur le Président, il n'est pas bon, devant Dieu, devant la justice des hommes, il n'est pas juste de faire porter aux autres la responsabilité des actes posés par certains conseillers du président Laurent Gbagbo.
surtout de leurs erreurs. Et les erreurs de ces gens, il y en a beaucoup. Beaucoup. Voilà comment nous étions. Voilà comment nous étions. Manipulés le matin à nous battre, à nous entretuer avec nos frères. Et le soir venu, dans les pays étrangers, on se retrouvait avec eux, on discutait avec eux, on leur donnait des moyens qui se retournaient contre nous. Contre nous. Voilà aussi comment, quand il y avait une accalmie, une paix précaire, on mettait le feu, et quand il y avait le retour de la manivelle, on criait à la victime. Ces exemples, j'en ai. J'en ai. J'en ai. Donc, maître, pour répondre à votre question, effectivement, il y a eu infiltration de ces anciens lieutenants dissidents comme lui qui sont arrivés. Et si vous allez sur YouTube, que vous écoutez bien le film, vous verrez même qu'il dispute la paternité du commando invisible à IB. Parce que dit-il, c'est eux, c'est pas IB. Donc à leur niveau, il y a un problème. Il y a un problème. Donc quand on parle du commando invisible, on a tendance à regarder vers le camp Ouattara. Mais non. Non. Il y a des choses tout simples. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous regardez simplement la tenue qu'arborait IB. IB portait les galons de général de division. Bakayoko est général de brigade. Il veut tout simplement montrer aux gens qu'il n'a rien à voir avec Bakayoko. Qu'il mène son action tout seul. La concomitance a voulu qu'il se retrouve là, mais qu'il n'a vraiment rien à voir avec lui. Donc, effectivement, pour les infiltrations, maître, comme vous le dites, il y en a eu. Il y en a eu, il y a eu des infiltrations. Merci. Merci, monsieur. Je crois qu'on va laisser un petit moment à l'interprète pour qu'il traduise tout cela. Et puis, monsieur le président, je vois l'heure et il me semble que ce sera un bon moment pour suspendre. Yes, I think. Le président, il me semble en effet que c'est le moment opportun pour permettre aux témoins de se reposer un peu. Nous allons nous arrêter maintenant. Nous allons faire une pause d'une demi-heure. Nous reprendrons à 11h30. Cette audience est suspendue.